J'invite à prendre la parole à Pierre, professeur Pierre Tadevin, qui est infectiologue au CHU de Rennes et qui va nous parler des diarrhées infectieuses. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup pour l'invitation déjà et pour le plaisir que c'est de venir à ces journées régionales du bon usage des antibiotiques. Je n'étais pas venu depuis 2 ou 3 ans et je trouve toujours remarquable de voir les gens travailler ensemble. Et quand on se rappelle un peu l'historique, au début, il y avait l'ARS, il y avait l'Omédie de Bretagne, il y avait les deux CHU, l'URPS. Maintenant, il y a d'autres acronymes et il y a toujours des gens nombreux qui viennent parce qu'ils sont préoccupés par le bon usage et c'est vraiment très appréciable. Donc, on va parler rapidement de ce qu'on sait des diarrhées infectieuses, et ce n'est pas un sujet qui est très souvent traité dans le bon usage des antibiotiques, et c'est pourtant une cause peut-être croissante de mauvais usage des antibiotiques. Donc, on va parler de diarrhées qui méritent qu'on demande des examens complémentaires, des diarrhées qui méritent un traitement, et puis des messages. Et j'ai rajouté, parce que j'ai eu l'occasion de faire un topo un peu semblable il y a quelques mois dans une autre journée, je m'excuse par avance pour ceux qui étaient déjà là, un petit passage sur les colites à Clostridioides difficile, puisqu'il y a eu un petit peu de mouvement aussi les dernières années. Alors là, dans les généralités, il faut juste retenir que la diarrhée, c'est au-delà, à partir de 3 selles non moulées par jour. Vous avez une jolie classification qui n'est jamais utilisée, mais l'image est jolie, où normalement, ça sert surtout pour les études cliniques. On est censé grader l'importance de la diarrhée en fonction de l'aspect qu'elle a. Et l'autre point important, en dehors du nombre de selles, c'est la durée, depuis combien de temps ça dure. Et du coup, quand c'est dans les 2 premières semaines, on parle de diarrhée aiguë. Au-delà de 4 semaines, on parle de diarrhée chronique. Et puis entre les deux, il y a une espèce de zone intermédiaire. Et dans les vieux cours, il parlait aussi du volume de diarrhée, c'est-à-dire quand on avait plus de 300 grammes par jour. Mais je commence à être un peu vieux, et j'ai encore jamais vu un patient arriver en consultation en disant: je suis inquiet, j'ai fait 350 grammes de sel hier. Donc, je pense que ce n'est pas un critère très pertinent. Et sur la physiopathe, il y a quelque chose qui a un petit peu changé il y a quelques années qui permet de mieux comprendre les étiologies de la diarrhée et également celles qu'il faut traiter. C'est qu'on a maintenant 3 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les diarrhées colériformes qui sont vraiment sécrétoires. C'est que la diarrhée est liée à des toxines qui font sécréter des diarrhées très liquides, mais qui en général ne donnent pas de fièvre, pas de douleur, il n'y a pas de lésions muqueuses et c'est celles qui sont normalement réversibles rapidement. Ensuite, la forme la pire qu'on connaissait depuis longtemps, c'est dysentérique, c'est-à-dire quand il y a vraiment une invasion des muqueuses et au-delà qui donne des diarrhées douloureuses, sanglantes, le plus souvent avec de la fièvre et des douleurs importantes. Et entre les deux, il y a maintenant ce qu'on appelle le syndrome gastro-entéritique, donc les fameuses gastro-entérites, où il y a une lésion invasive, mais qui s'arrête au niveau de la sous-muqueuse, qui normalement ne donne pas des grosses fièvres, qui ne donne pas des diarrhées sanglantes et qui sont moins menaçantes. Et si on veut résumer tout ça par un tableau, donc vous avez les 3 grands syndromes. Donc, les diarrhées très liquides, vous les connaissez, hein, c'est comme on les appelle colériformes. Le prototype, c'est le choléra. Et ce qu'on voit le plus maintenant comme étiologie des syndromes colériformes, c'est les virus, en fait, les norovirus, qui sont très connus pour les épidémies dans les bateaux de croisière. Puis on peut avoir des rotavirus ou des adénovirus. Côté bactéries, la plus classique maintenant, actuellement, et en tout cas en termes de nombre, c'est la responsable de la tourista, donc qui est liée à une toxine qu'on appelle l'Escherichia coli entérotoxinogène. Et c'est aussi une des causes assez fréquentes de TIAC, donc les toxi-infections alimentaires collectives, qui sont décrites par la survenue d'au moins 2 cas liés à la même prise alimentaire au même moment, et dans lesquels on retrouve le staph doré qui sécrète aussi une toxine, Bacillus cereus et Clostridium perfringens. Sur les gastro-entéritiques, on peut retenir que c'est une bonne indication à ce moment-là de faire une coproculture, parce que c'est là qu'on peut retrouver les Capylobacter jejuni, les salmonelloses mineures, notamment parmi les bactéries. Et puis le syndrome dysentéritique, là, c'est plus qu'une bonne raison de faire une coproculture, c'est une indication absolue à faire une coproculture, et c'est là qu'on peut retrouver les shigelloses, les Escherichia coli entéro-hémorragiques, et beaucoup plus rare, on n'en voit quasiment jamais, mais l'amibiase, qu'on appelle maintenant l'amébose, qui est une diarrhée parasitaire, qui peut donner des syndromes dysentériques, mais qui normalement ne donne pas de fièvre. Alors, quelle diarrhée est-ce qu'il faut explorer? Alors, c'est des grandes lignes, hein. Les immunodéprimés qui ont de la diarrhée, il faut absolument les explorer parce qu'ils ont des tas de pathogènes qui peuvent être responsables de la diarrhée, que souvent ils n'arrivent pas à s'en débarrasser parce qu'ils sont immunodéprimés et que ça peut avoir des tas de dégâts collatéraux, comme par exemple de faire qu'ils absorbent plus leur traitement immunosuppresseur à cause de l'intensité de la diarrhée. Donc, on peut se retrouver avec des gens qui sont greffés d'organes et qui commencent à faire des rejets. Ça peut décompenser les fonctions rénales un petit peu limites, ça peut les dénutrir et les mettre à risque d'autres pathologies. Donc, il faut vraiment s'en occuper. On avait l'habitude avec les VIH de moins de 200 CD4, mais c'est aussi vrai maintenant dans les hémopathies malignes, chez les greffés, etc.
Quand c'est mal toléré, c'est assez logique, mais c'est aussi une bonne raison de les explorer, notamment quand ils sont déshydratés, qu'ils ont des fièvres très élevées, qu'ils vomissent pendant plusieurs jours, qu'ils ont des selles au-delà de 6 émissions par jour ou des douleurs intenses. Quand ça dure plus de 4 semaines, ça vaut le coup de commencer à se poser des questions aussi, et donc de les explorer, et tous les syndromes dysentériques, comme on a vu tout à l'heure. Alors, un tout petit mot sur les TIAC. Vous avez là en haut à droite, c'est les chiffres de Santé publique France. Comme c'est une maladie à déclaration obligatoire, on peut les suivre assez bien. Et on voit que jusqu'à 2020 et 2020, il y a plein de maladies infectieuses qui sont dégringolées puisque tout le monde était focalisé sur le Covid et puis que les gens ont renforcé les mesures d'hygiène et amélioré les mesures barrières transitoirement. Mais en tout cas, jusque-là, vous voyez que le nombre de toxi-infections alimentaires collectives signalées chaque année était en pleine expansion pour des tas de raisons. Peut-être qu'on les déclare et qu'on les reconnaît mieux, peut-être aussi que l'alimentation collective est de plus en plus à risque. Donc, on peut retenir que le palmarès en France pour les TIAC, c'est soit les salmonelloses mineures, soit celles qui sont responsables des syndromes cholériformes, donc le fameux Staph doré, le Bacillus et Clostridium perfringens. Et là, pour faire les diagnostics, parce que c'est important, hein, c'est aussi de la prévention et puis de l'identification de la source, il faut bien sûr essayer de prélever au moins des selles de 1 ou 2 patients, peut-être pas les 150 si c'est une grosse TIAC. Et puis, un truc auquel on pense jamais assez, et si on n'y pense pas assez tôt, c'est trop tard, c'est d'envoyer au laboratoire les aliments qui sont suspects d'avoir été à l'origine de la TIAC et qui ont pu rester au frigidaire si, par exemple, tout n'a pas été terminé, notamment si c'était particulièrement pas appétissant ce jour-là. Quelles explorations? Donc maintenant, on a réfléchi à qui il faut traiter, à qui il faut demander des examens et lesquels vous demanderez. Bah, c'est facile. Quand c'est fébrile, il faut vraiment une coproculture. Dans ces cas-là, on va beaucoup plus souvent retrouver des diarrhées bactériennes et c'est la coproculture qui répondra, sur lequel vous pouvez rajouter, donc s'ils font Salmonelle, Shigella, Campylobacter et Yersinia enterocolitica. Si ça survient sous antibiotiques ou chez quelqu'un qui est hospitalisé ou en long séjour, en tout cas dans un contexte nosocomial, il faudra bien sûr demander le Clostridioides difficile et surtout non seulement sa présence, mais le fait qu'il sécrète une toxine. Et chez les gens qui ont une diarrhée depuis plus de 4 semaines, je vous ai dit que c'était une autre raison de les explorer. Dans ces cas-là, le plus souvent, ils n'ont pas de fièvre, hein. C'est rare qu'on ait 4 semaines de fièvre avec de la diarrhée. Et dans ces cas-là, c'est vraiment la parasitodécèle qui est intéressante. Donc plutôt copro si c'est court avec de la fièvre et plutôt parasitodécèle si c'est long et sans fièvre. Et chez l'immunodéprimé lourd, ben, en général, vous avez juste à parfois passer un petit coup de fil au labo ou en tout cas regarder ce qui est recommandé chez l'immunodéprimé. Mais du coup, on cherche tout, c'est-à-dire les bactéries, les virus et les parasites avec une extension aux germes opportunistes. Sans oublier ce petit mot, là, toujours un petit message, quand vous avez quelqu'un qui a de la diarrhée au retour d'Afrique, il faut penser aux palus. Ils n'ont pas forcément de la fièvre, souvent ils ont de la fièvre, mais pas forcément s'ils ont pris des anti-inflammatoires, des antipyrétiques, et donc il ne faut pas oublier ça. Dans les pièges, qui sont souvent des motifs d'appel sur la ligne d'avis infectieux externe, là, il y a notamment le fait que le microbiote fécal, c'est plein de microbes, et de temps en temps, les labos vont vous rendre qu'il y a du Staph doré, qu'il y a du Candida, par exemple, et dans ces cas-là, ou de l'Escherichia coli. Dans ces cas-là, ça n'a aucune valeur. C'est des bactéries ou des champignons de passage, il ne faut jamais les traiter. Mais quelqu'un qui a une grosse diarrhée et que l'examen des selles vous dit ça fourmille de Staph doré ou de Candida, en fait, on n'en fait rien du tout. Ce n'est pas la cause, c'est juste un microbe de passage. Le deuxième piège, c'est que le Clostridioides difficile, il est banal, ce qui fait qu'il faudra considérer qu'il est responsable de la diarrhée que si on peut montrer qu'il fabrique la toxine. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, hein, soit parce que la bactérie sécrète de la toxine et c'est le labo qui vous le dira, ou alors avec des PCR qui directement vont identifier la toxine dans les selles. Troisième piège, c'est qu'il y a des tas de parasites qui sont de signification indéterminée. Ça aussi, c'est un motif fréquent de coup de fil, d'autant que certains tests diagnostiques vont vous faire une longue liste de tests par des PCR, donc des choses très sensibles. Ils vont vous dire il y a tel et tel parasite. Et 3 fois sur 4, ça n'a aucun lien avec la diarrhée. C'est un parasite de passage qui n'est pas responsable des symptômes et qu'il ne faut pas se traiter. D'autant qu'une partie des traitements qu'on donne pour traiter les diarrhées donne la diarrhée, donc on tourne en rond. Lesquels il faut traiter. Alors là, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est les règles générales, notamment l'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut dire au patient, quelle que soit l'étiologie de la diarrhée, et même si elle n'est pas infectieuse, hein, c'est jamais perdu de dire ce genre de conseil, c'est qu'il faudra qu'il renforce les mesures d'hygiène, donc bien se laver les mains en sortant des toilettes ou en passant à table, et les renforcer transitoirement pendant le moment où on a la diarrhée, en sachant que les solutions hydroalcooliques marchent très bien sur beaucoup de choses, mais ça ne marche pas sur le Clostridioides difficile. Donc la consigne de se laver les mains, elle est aussi importante pour ça.
Sur les antidiarrhéiques, c'est assez classique, mais en fait, la diarrhée, c'est un mécanisme physiologique, ça permet de se débarrasser des microbes. Donc, donner un antidiarrhéique moteur, ce n'est pas tellement une bonne idée. Ce que ça fait, c'est que ça prolonge le temps pendant lequel le pathogène va rester dans le tube digestif. Donc, on évite le loperamide, le fameux Imodium, et on donnera plutôt du racécadotril, par exemple, le Turfan, de façon à limiter le volume des selles, mais sans retarder l'émission des pathogènes. Ils continuent à sortir pour que les gens guérissent dans les délais. Et puis dans les trucs qui servent probablement à rien, en dehors à faire plaisir aux patients si vous le demandez, et ça m'arrive tout à fait comme tout le monde sans doute de prescrire du Smecta ou de l'ultra-levure, tout en sachant que c'est sans doute pas une bonne idée. Donc tous les probiotiques qui ont été testés, y compris de très bonne façon jusqu'à cette année, n'ont montré aucun bénéfice en termes d'accompagnement de traitement antibiotique ou même pour traiter les diarrhées. Et le Smecta, il y a des gens qui disent qu'ils se sentent mieux avec et du coup, c'est pas gênant de leur en prescrire, mais il n'y a pas non plus de preuves très solides. Sur les probiotiques, il y avait eu cette étude il y a quelques années, qui est vraiment une très bonne étude, qui avait été très bien faite avec les probiotiques qui étaient les plus prometteurs à l'époque. Ils ont inclus plus de 1000 patients, c'était randomisé contre placebo. Et en gros, ce que ça montrait, c'est que quand vous donnez des antibiotiques à quelqu'un, qui prennent de l'ultralevure comme c'est recommandé, ou bien du placebo, ne change absolument rien. C'est-à-dire qu'il y aura autant de diarrhée pendant le traitement, il y aura autant d'émergence de Clostridoides difficile. Donc, c'est l'effet placebo finalement. Ce qui n'est pas toujours négligeable, si un patient insiste beaucoup parce que la dernière fois qu'il a eu des antibiotiques, il a eu la diarrhée et qu'on lui a dit que l'ultralevure, c'est super, on prescrit, mais on n'a pas du tout de conviction que ça marche. Sur les diarrhées bactériennes, il n'y a pas d'antibiotiques à donner systématiquement. Donc ça aussi, c'est un message. Assez souvent, la diarrhée a disparu le temps qu'on récupère le résultat de la copro, qui de temps en temps va vous dire, il y a une salmonellose mineure, qu'est-ce que je fais? Eh ben, en général, il ne faut rien faire. Si les gens n'ont plus de diarrhée, c'est qu'ils s'en sont débarrassés tout seuls. Avec ce message qui est important aussi, c'est qu'il y a des études qui montrent que prendre des antibiotiques pour une diarrhée qui a guéri entre-temps peut non seulement faire revenir la diarrhée pour un autre motif, et en plus prolonger le portage de la bactérie. Sans doute parce qu'en déséquilibrant le microbiote, vous déséquilibrez un peu les défenses naturelles des patients contre le portage de pathogènes. Donc une diarrhée qui a guéri, même si vous retrouvez de la salmonellose ou du campylobactère, il ne faut pas la traiter. Les vraies indications, donc du coup, ça c'était les non-indications. Les vraies indications, le syndrome dysentérique, on le traite toujours. C'est des maladies graves, douloureuses, qui peuvent éventuellement tuer les patients parce que ça peut finir par perforer. Les syndromes gastro-entéritiques ou cholériformes, quand ils sont mal tolérés, on les traite. Et les immunodéprimés, comme on a dit, parce qu'ils n'arrivent pas bien à se débarrasser des microbes. Et quand un antibiotique est indiqué, mais qu'on n'a pas vraiment d'indication sur quelle est la bactérie responsable, il faudra toujours privilégier l'azithromycine. Il y a des tas d'études qui montrent que c'est le meilleur compromis, si vous voulez, entre ne pas trop perturber la flore et quand même être efficace sur la plupart des pathogènes bactériens responsables de diarrhée. C'est facile à prendre, c'est 1 gramme 3 fois par jour, 1 gramme 500 mg une fois par jour pendant 3 jours, ou bien voir même une prise unique de 1 gramme pour la tourista. C'est validé, il y a des études qui montrent que ça marche. Et le cas particulier, la shigellose, c'est des C3G, et la yersignose, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne sur ce type de bactéries, donc soit la ciprofloxacine, soit une cycline. Alors, j'avais un tout petit cas clinique, mais je vais passer très vite parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Mais pour parler du Clostridioides, des histoires classiques, on en voit plein. Une petite dame de 70 ans qui n'a pas d'antécédent en dehors d'une gastrite pour laquelle elle prend de l'oméprazole 2-3 fois par semaine quand elle sent que ça chauffe un peu. Et qui fait une pyélonéphrite aiguë à Escherichia coli, qui a un traitement proposé d'une durée un peu trop longue, mais bon, c'est quand même un bon traitement des pyélonéphrites, 14 jours de ofloxacine, et à J7, elle commence à avoir une diarrhée avec une odeur fétide, 7 selles le premier jour, elle trouve que ça a l'odeur d'un crottin de cheval, des douleurs abdos, une petite fièvre à 38,2 et pas de signe de gravité. Alors, ma première question, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps d'en discuter, mais est-ce que vous pensez qu'on peut reconnaître le Clostridioides difficile à l'odeur? Oui, et vous avez raison. Il y a des études qui montrent ça. Il y avait même un moment où on n'avait pas encore beaucoup les tests diagnostiques. Ils avaient dressé des chiens pour faire les diagnostics de diarrhée colite à Clostridium. Ça marchait très bien. Donc, vous avez raison. Donc, puisque ça y ressemble, que la patiente vous décrit, Sarah, qu'elle a des antibiotiques, on demande donc la recherche de Clostridioides difficile toxinogène. Et bingo, vous avez raison, puisque le test antigénique est positif, la recherche de toxines est positive. Vous lui proposez quel traitement? Qui c'est qui donne du métronidazole? Non.
qui c'est qui s'abstient et qui se contente d'arrêter l'équinolone en disant de toute façon 7 jours, elle avait assez? C'est difficile, hein. Elle a 7 selles par jour, elle ne va pas accepter, sans doute pas. Et qui c'est qui lui propose de la vancopéros? Fidaxomicine péros? Oui, plutôt. OK, bon, vous êtes bien. En tout cas, il n'y a personne qui met les trucs qu'il ne faut pas mettre. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le Clostridioides difficile? Que les principaux facteurs de risque, qui sont vraiment forts, hein, ça peut changer d'un facteur 10, le risque d'avoir des colites ou d'en faire plusieurs si on a quelques-uns de ces facteurs. Quand on en a déjà fait une, on risque d'en faire d'autres. Quand on prend des antibiotiques large spectre et surtout ces 3-géoquinolones, on a plus de chances d'en faire, surtout si on prend les traitements de plus de 7 jours. Et c'est une des raisons supplémentaires pour essayer de limiter au maximum les antibiothérapies de plus de 7 jours. Quand on a plus de 65 ans, on est très nettement plus à risque aussi, mais ça, c'est un facteur de risque qui est difficile à corriger. Et les IPP, comme l'oméprazole de notre patiente, sont un facteur de risque aussi. Les symptômes sont vraiment variables, hein. Ça peut être simplement une diarrhée un peu inconfortable qui va durer quelques jours avec un peu mal au ventre jusqu'à des mégacolons qu'amènent les patients en réa. Et le traitement, les grandes règles, c'est qu'on arrête l'antibiotique responsable si on peut. Donc, dans mon cas clinique, on pouvait. La dame, elle était à J7 de ses quinolones. Ça suffit normalement pour une pyélonéphrite aiguë. On arrête les IPP si elle en prend. C'est un facteur de risque à peu près établi, en tout cas retrouvé dans plein d'études. Et on traite pendant 10 jours avec la vanco ou la fidaxomicine. On isole jusqu'à J2 après que le transit se soit normalisé et il n'y a pas besoin de faire des contrôles particuliers. Sur la physiopathologie, je passe rapidement, mais il y a en fait des facteurs de risque de faire une colite à Clostridium difficile, où on retrouve ce dont je viens de vous parler, et puis après des facteurs de risque de faire des récidives. Et pour vous donner des chiffres un peu marquants, il y a à peu près une personne sur 4 parmi celles qui font une première colite à Clostridium difficile qui vont en refaire une dans les semaines qui viennent. Donc, c'est un des messages qu'il ne faut pas oublier de dire aux patients quand on les diagnostique avec une colite à Clostridium. On les traite et on leur dit, il n'est pas impossible que ça revienne. Et l'autre message, c'est qu'une fois qu'on a fait une récidive, donc quand on est déjà au 2e épisode, là, on a, au lieu d'être 1 sur 4, c'est plutôt 1 sur 2 qui va refaire un 3e épisode. Donc, le nombre de récidives augmente à chaque étape. Est-ce qu'il faut leur donner du métronidazole? Alors, il y a quelques années, on vous aurait dit encore oui. En fait, il y a eu plusieurs études. Il y a eu celle-là notamment qui montrait que de manière significative, qu'on guérit moins quand on est traité par métronidazole par vancomycine, et notamment si la colite à Clostridium difficile est grave. Et il y avait eu ces éditoriaux à l'époque qui étaient assez étonnants où ils disaient que le métronidazole, c'était un bon traitement pour la colite à Clostridium difficile de votre belle-mère, mais pas si c'est votre maman, parce que c'est moins bien. Donc, je ne sais pas si c'est acceptable comme réponse. Maintenant, il nous reste du coup la vancomycine ou la fidaxomicine. En termes de réponse initiale, il y a des très grosses études il y a quelques années qui montrent que ça répond pareil. Donc, en termes de guérison à J10, que vous donniez la vanco ou la fidaxomicine, vous serez au même résultat, avec bien sûr, et vous savez, hein, la fidaxomicine qui est nettement plus chère que la vancomycine. Donc, ça pourrait être une raison de privilégier la vancomycine en première intention. Après, si on regarde ces figures, ce qu'on voit, c'est que quand on réévalue les patients 2 mois plus tard, il y a plus de gens qui vont faire une rechute dans le groupe qui aura été traité par vanco que par fidaxo. C'est de l'ordre de 10% de différence. Donc, c'est un quart, on a vu, si on est traité par vanco, et ça descend à 10-15% si c'est la fidaxo. L'autre chose qui a été bien montrée dans ces études, c'est que si les patients arrêtent le traitement plus tôt, là, ils avaient comparé dans les 2 bras les gens qui avaient arrêté à J6, à J7, à J8, comme vous connaissez, quand les gens vont bien, ils arrêtent les traitements en général. Il y a vraiment une forte différence. Donc, c'est un autre message, c'est quand vous prescrivez les 10 jours de traitement aux patients, ce n'est pas très compliqué à prendre, mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à J5 quand ils n'ont plus la diarrhée, sinon ils augmentent beaucoup le risque que ça revienne. Donc, il faut insister là-dessus, leur dire on compte sur vous pour l'observance. Donc, pour résumer, le traitement actuellement, ce qui nous reste finalement, on a éliminé le métronidazole. On est assez peu dans la situation qui permet de ne pas la traiter. Ça nous arrive de ne pas les traiter quand vraiment on a enlevé les facteurs favorisants et que la patiente vous dit oh, j'ai 3-4 selles par jour, mais j'ai déjà l'impression que ça va mieux depuis hier, etc. Là, on peut lui éviter 10 jours de traitement. Mais quand on traite, c'est soit la vanco, soit la fidaxo. Et dans les dosages, la fidaxo, c'est 2 gélules par jour pendant 10 jours. Et la vanco, c'est 4 fois par jour pendant 10 jours, des posologies de 125 mg. Et je vous ai mis à droite les modalités de prescription et d'obtention de ces antibiotiques. Et c'est là où il y a un problème, c'est que la prescription doit être hospitalière et l'obtention des médicaments est à l'hôpital aussi. Ça se fait en rétrocession.
Alors, chacun bricole un peu comme il peut. Nous, ce qu'on fait assez souvent, c'est que quand les gens nous appellent avec un diagnostic, un traitement et qui travaillent en ville, eh ben, on leur envoie par email ou par fax, comme ils veulent, une ordonnance hospitalière qui permet aux patients d'aller dans une pharmacie hospitalière pour récupérer les médicaments. C'est une solution transitoire, hein. On espère que dans quelques années ou quelques mois, ça va s'arranger, mais pour l'instant, on est obligé de passer par là. Et pour les doses pulsées, c'est compliqué à retenir, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que la Fidaxo, c'est exactement la même quantité que le patient prendra, en fait, si c'est en pulsé ou si c'est en continu. Simplement en pulsé, il prend 2 cachets par jour les 5 premiers jours, et ensuite, il en prend un tous les 2 jours, jusqu'à la fin de la boîte. Donc, ça fait qu'à partir de J5, il va faire un cachet à J7, un à J9, un à J11, un à J13, jusqu'à la fin de la boîte, et ça va l'amener à J20. Le principe, en fait, c'est d'accompagner la restauration du microbiote en laissant le patient se recoloniser avec d'autres microbes, tout en empêchant le Clostridium de se réinstaller. Donc, la gélule que le patient va prendre tous les 2 jours va avoir cet effet-là, et ça a été montré comme bénéfique. Et pour finir sur les traitements du Clostridioides difficile, donc là, c'est une plaque un peu compliquée, vous pourrez la regarder, mais ça dit un peu tout ce qu'on vient de dire. Ça parle des colites à Clostridioides difficile qui sont graves, dans lesquels en général on met la vanco plus le métronidazole en intraveineux. Et puis l'autre question, c'est la multirécidive. Qu'est-ce qu'on fait de ces patients? Donc un quart qui récidive une fois et parmi eux la moitié qui va récidiver une autre fois. Eh ben, vous connaissez tous le traitement révolutionnaire maintenant des colites à Clostridioides difficile qui montre que la médecine n'a pas fait énormément de progrès finalement. C'est que quelqu'un un jour s'est dit que finalement ce qui était important, c'est d'avoir une bonne flore pour ne pas refaire de colite à Clostridioides difficile. Donc les traitements qui ont été débutés il y a quelques années, vous voyez, c'est une infirmière qui a le sourire, toute pimpante. La patiente qui a le sourire aussi avec une sonde dans le nez, qui est une sonde naso-duodénale ou jéjunale, hein, qui ne va pas jusqu'à l'estomac, qui va un peu plus loin. Et ça, c'est ce que l'infirmière a prévu de lui injecter dans sa sonde. Donc, en fait, c'est la transplantation de matière fécale qui vient d'un donneur sain et qui permet aux patients de restaurer leur flore. Alors, ça a l'air barbare, mais en fait, c'est ce qui marche de mieux, de très, très loin, chez les patients qui font des récidives, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se restaurer une flore correcte, et le mieux, c'est de leur donner la flore de quelqu'un qui a une flore équilibrée. Donc, ça se fait comment? Le principe, c'est qu'en fait, vous avez à ce moment-là, donc à gauche, c'est la symbiose, c'est comment marche votre microbiote quand tout va bien. Au milieu, c'est ce qui se passe après une cure d'antibiotiques quand vous avez dégommé beaucoup de choses. Et donc, le principe du traitement des gens qui n'arrivent pas à reprendre une flore normale, c'est de leur donner une flore extérieure qui va les ramener à l'état de symbiose. Ça, c'est l'étude Princeps qui avait montré que ça marchait bien, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais ils avaient comparé de retraiter les patients avec la vancomycine versus de leur faire les greffes de matière fécale d'un donneur sain avec une flore équilibrée. Et ils ont dû arrêter l'étude au bout de 20 patients parce qu'il y avait 0 guérison du côté vancomycine et quasiment 100% du côté qui avait reçu une transplantation de matière fécale, comme ça s'appelle. Donc, ils sélectionnent des donneurs pour être sûr qu'ils aient rien qui risqueraient d'apporter aux patients en même temps qu'ils lui font la transplantation de matière fécale. Donc, ils vont chercher beaucoup de choses, hein. Ils font les voyages en zone tropicale, l'hépatite A, le VIH, des tas de trucs. Tout est ciblé. Et une fois qu'ils ont trouvé un bon donneur, on sait depuis quelques années qu'on peut conserver les selles. Donc, ça, c'est déjà devenu un peu plus simple. Ils peuvent avoir une banque avec des selles qui sont prêtes à être données à d'autres personnes. Et on sait maintenant aussi qu'il y a plusieurs voies d'administration. Donc, il y a la voie haute, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est comme ça qu'on a commencé. Bien sûr, en ne la mettant pas en sonde gastrique, hein, parce que pour les patients, c'est insupportable d'avoir de la merde directement dans l'estomac. Il faut que ce soit plus bas. Donc, c'est des sondes qui sont mises en place par des gastros sous fibroscopie pour être sûr que ça se passe bien le plus souvent. Et ça peut se faire aussi par voie basse. Et depuis quelque temps, on a la possibilité de le faire en gélule. C'est-à-dire que les gélules, c'est fabriqué dans différents hôpitaux. Nous, par exemple, on sait maintenant qu'on peut en prendre à la PHP. Donc, ici, on n'a pas de production locale de gélules pour les greffes de matière fécale. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, ça, c'est nos collègues de Suisse qui j'ai assisté à la présentation de quelqu'un qui s'est beaucoup spécialisé là-dedans dans le sujet. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand leur hôpital leur a demandé comment ils voulaient que s'appellent leurs gélules, ils ont proposé le terme œdrème. Alors, c'est joli comme nom, œdrème. Et en fait, si on lit à l'envers, on comprend pourquoi ils ont choisi ce nom-là. Et finalement, leur hôpital n'a pas été d'accord pour l'appeler comme ça. Les mesures d'hygiène pour le Clostridioides difficile, on peut revenir, hein, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il y a le droit d'en parler sur 2 diapos différentes. On en a parlé tout à l'heure, on en reparle.
Et pour conclure, donc c'est un événement courant, les diarrhées infectieuses, ça vaut le coup d'être au courant. C'est souvent résolutif, le plus souvent résolutif. Du coup, en général, il ne faut rien faire, hein. Je pense que tout le monde dans ses cabinets de consultation a au moins une fois par jour quelqu'un qui dit j'ai la diarrhée. Et donc, on a pris l'habitude de vivre avec. Il faut reconnaître celles qu'il faut explorer. Je vous ai donné la liste. Et parmi celles qu'il faut explorer, il faut savoir quel genre d'examen demander. Et quand les examens reviennent, il faut savoir lesquels on traite. Donc, c'est trois, finalement, étapes sur lesquelles il y a des questions à se poser, en retenant qu'en termes d'antibiothérapie, c'est l'azithromycine en première ligne. Je vous remercie de votre attention. J'ai oublié ma jolie diapo finale. Élégante. En postprandial, c'est dur, hein.